Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview sur la chaîne The Ravens Hop. Aujourd'hui, je suis avec un grand passionné et vous allez le découvrir avec nous, et Gilles. Comment vas-tu, Gilles? Bonjour à tous, et je suis très content d'être sur ta chaîne. Merci. J'ai pas l'habitude de me présenter sur les chaînes YouTube ou autres, donc c'est une découverte. Très bien, donc tu es prêt avec nous pour cette petite interview? Bah oui, il va falloir, hein. Bon, on est parti. Let's go! Alors, la première question que je voulais te poser: quand et comment as-tu commencé la magie? Question assez classique, mais on aimerait Ouais. savoir. Alors, là, comment j'ai commencé? Bon, bah, comme tout le monde, j'ai eu une boîte de magie. J'en ai même eu deux, en fait. Donc, les boîtes de magie, en fait, c'est plus pour jouer aux magiciens que pour vraiment apprendre la magie, hein. Maintenant, de nos jours, il y a des boîtes qui sont vraiment intéressantes au niveau formation, mais à cette époque-là, bon, c'était il y a longtemps. Donc voilà, mais bon, ça m'a intéressé quand même. Ensuite, j'ai fréquenté les bibliothèques municipales. Ouais. Parce que là-dedans, on trouve de vieux livres, notamment les livres de Robert Houdin, qui m'ont permis de- d'avoir quelques notions là-dessus. Euh, Après, j'ai commencé à faire quelques petites bricoles, notamment une séance de spiritisme dont je me souviens là. C'était assez marrant parce que les gens y ont cru. Donc, bon, on a, on a dit que c'était pour de rire après, mais bon. Sur le moment, c'est intéressant. Puis bon, je faisais des petits tours pour la famille, les copains, etc. Il y a aussi des rencontres en vrai, parce que suite aux rencontres sur Internet, après, il y a des rencontres en vrai avec les pizzas Magicos à Paris, aussi l'Illegal Club à Paris aussi, et le Club des Cariatides aussi, enfin bref. Plus de rencontres de magiciens, en plus des rencontres sur Rennes, parce que j'habite à côté de Rennes. Ah, super, ça me paraît bien complet tout ça. On y va pour la deuxième question. Qu'est-ce que la magie t'apporte au quotidien? Alors, au quotidien, bah, ça permet de faire travailler un petit peu l'imaginaire et la créativité quand on fait de la conception de tours, de routines ou de spectacles, de numéros. Ça donne aussi l'occasion de se produire devant un public parce qu'une fois qu'on y a goûté, c'est comme une sorte de drogue. Donc, effectivement, j'aime bien me produire devant du vrai public. Bon, j'ai d'autres disciplines pour ça. J'ai aussi le conte, la jonglerie, les animations médiévales ou ce genre de choses. Mais bon, la magie, c'est une bonne part aussi. Et puis en plus, ça permet de mélanger avec d'autres types d'animations, justement. Donc voilà, ça c'est ce que ça m'apporte à moi. Après, tu pourrais aussi élargir la question en disant pourquoi faire de la magie? Pourquoi est-ce qu'on fait de la magie? Dis-nous pourquoi. Et puis là, du coup, ça nous amène dans d'autres domaines. Euh, Par exemple, c'est pour le public. Et Mhm. pourquoi est-ce qu'on fait de la magie pour le public? Alors, ça pourrait être pour partager une vision de l'univers. Voilà. Parce que l'univers dans lequel on vit, il est très restreint, en fait. Euh, on, on vit dans un petit univers qu'on se forme, un cocon qui n'est pas du tout l'univers réel. Euh, Bon, les physiciens, ils nous disent que dans l'infiniment petit, tout ça, la matière n'existe pas vraiment. Il y a des atomes séparés par des distances incroyables. Il y a déjà les atomes, on ne sait pas si c'est de la matière, de l'énergie ou les deux. Bon, dans l'univers infiniment grand, on est juste des petites particules à la surface d'une petite boule de glaise et de métal. Et ça, dans les deux sens, on n'en a aucunement conscience dans la vie de tous les jours. C'est Et sûr. notre petite vie de tous les jours, ça nous enferme. C'est un cocon, en fait, qui nous enferme. Et ben, la magie, justement, ça permet de casser le cocon, puisque on va prendre la réalité du public et on va lui dire cette réalité, elle n'est pas ce que vous croyez. Mhm. Et oui, puisque vous ne comprenez pas ce qui se passe, ce que je fais est impossible. Donc, en fait, le message subliminal, c'est la réalité, c'est autre chose. Ce n'est pas votre réalité réduite comme ça. Le truc que je fais souvent, c'est le jeu des bouchons.
Ah oui, je t'avais demandé quand tu m'as demandé de faire l'interview, est-ce que tu as des bouchons? Tu n'as pas de bouchons? Ah Bon, ben, non, tu vois pas. je vais faire le jeu des bouchons tout seul. Alors, le jeu des bouchons, attends, je vais baisser un petit peu. Hop là. On est en live, hein. Le jeu des bouchons, ça se joue avec 2 bouchons. Comme ça, tous ceux qui regardent ton émission pourront jouer au jeu des bouchons. De toute façon, là, pour toi, ça sert à rien, en fait, ce qui se passe, parce que quand on n'a pas de bouchons, on ne peut pas comprendre le jeu des bouchons. Il faut des bouchons pour comprendre. Le jeu des Vraiment. bouchons, ça se vit. C'est une expérience intérieure. Il faut penser bouchon, il faut être bouchon. Les gens Alors, ne le jeu sont des bouchons, ça se joue comme ça. On prend 2 bouchons. J'en ai pris exprès un gros et un petit, hein. Le gros est là. Mhm. On les met dans la fourche du pouce avec la partie plate qui descend, qui dépasse, en haut, en bas. Enfin. Le but du jeu, c'est de prendre le bouchon de la main d'en face, avec 2 doigts, hein, le pouce et un autre doigt, puisqu'ils sont tous opposables au pouce, en posant les doigts sur la partie plate du bouchon. Donc, le but du jeu, on prend le bouchon de la main d'en face et on écarte les mains. C'est tout. Alors évidemment, là, tu comprends pas parce que tu n'as pas les bouchons, mais je vous invite à prendre tous des bouchons, vous faites pause sur la vidéo, et vous allez chercher les bouchons. Et vous allez faire comme moi, donc vous prenez le bouchon de la main en face et vous écartez les mains. Il y a quelques personnes qui sauront jouer au bouchon, évidemment, mais en général, ce qui se passe, c'est que les gens, ils prennent le bouchon, et puis là, ils sont bloqués. Ça, c'est le cas le plus courant. Mais le mouvement pour être bloqué n'est pas plus dur que le mouvement pour réussir. Donc, ce qui veut dire en fait que là, on a des choses qui sont appréhendées différemment suivant celui qui le fait. La réalité, c'est ce que je vous montre. On prend le bouchon et on écarte les mains. Il n'y a pas de trucage, je ne fais pas de manipulation, de choses comme ça. D'ailleurs, si vous cherchez assez longtemps, vous allez réussir au jeu des bouchons. Si vous ne connaissez pas, bien sûr, le jeu des bouchons. Il faut chercher longtemps, des fois, mais bon, c'est pas grave, hein. Vous allez, bon, vous allez passer des heures, des mois, des années à chercher le jeu des bouchons, mais c'est pas grave. Vous allez vous mettre à boire pour vous procurer le matériel, mais bon, du coup, vous allez perdre votre travail, vos amis, votre famille, mais c'est pas grave, vous trouverez le jeu des bouchons, je vous le jure, si vous cherchez assez longtemps. Donc, le but du jeu des bouchons, c'est de montrer que la réalité n'est pas toujours ce qu'on voit, parce que quand on essaye le jeu des bouchons et qu'on n'y arrive pas, c'est-à-dire que quand on reste bloqué comme ça, voilà, ben en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. On peut le faire très lentement, voilà. Mais les gens ne vont pas comprendre quand même. C'est quelque chose que je fais souvent avec un groupe de public, et je peux t'assurer qu'il y a des gens qui restent bloqués longtemps. Euh, Pourquoi? C'est pas une question de rapidité, puisqu'on peut le faire très lentement et que le résultat est exactement le même. Ça montre bien que la main n'est pas plus rapide que l'œil, mais l'œil est beaucoup plus rapide que le cerveau. Et quand le cerveau croit avoir compris ce que lui montre l'œil, en fait, il essaye, ça marche pas, ça veut dire qu'il a rien compris. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre que peut-être que tout ce que vous croyez depuis le début de votre vie, tout ce que vous pensez maîtriser, peut-être que tout ça, c'est une illusion, un rêve, un fantasme, et que en fait, vous vivez dans un univers qui n'existe pas. Et ça, c'est une philosophie qui vaut pas cher, ça vaut 2 bouchons. Ça permet de voir un petit peu, c'est une illustration pratique, si tu veux, du fait que la réalité n'est pas toujours celle qu'on croit. Et j'aime bien justement parce que ça ramène à un truc qu'on tient dans les mains et on voit nos propres limitations. La limitation, elle n'est pas dans le mouvement, hein, qui est tout bête, mais elle est dans la tête des gens. Et ça, c'est intéressant. La magie, c'est ça en fait, montrer aux gens que ce qu'ils croient être un univers complet, en fait, il n'y a rien dedans. L'univers, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus fabuleux que ce qu'on utilise tout le temps. Simplement, on se fait une petite coquille bien confortable et avec ça, on est content. Mais il faut s'ouvrir un petit peu. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre univers, jouez au bouchon. Quels sont les magiciens qui t'ont le plus inspiré? Ah, c'est une question piège quand même, parce que il y en a un paquet, hein. Ouais, bah tu cites ceux que tu as. Allez, je vais en citer hein, quelques-uns, bien sûr. Alors, Tamaris, déjà. Ouais. Tamaris, parce que j'adore Tamaris aussi bien au niveau de ce qu'il a écrit, au niveau de sa théorie de la magie, etc.,
que de la façon dont il le joue et il le met en pratique. Tamariz, en fait, tout le monde connaît son personnage. Enfin, ceux qui ne connaissent pas, allez le voir tout de suite. Hein. Il y a des vidéos qui traînent partout. C'est un personnage exubérant qui saute partout, qui chante, qui crie, qui hurle. Enfin, pour moi, ouais, il est au maximum de ce qu'on peut faire sans pousser une crise d'hystérie, quoi. Mais à la limite, il est des fois comme ça. Et c'est très, très sympathique, très, très drôle. Mais tout ça, c'est calculé, en fait. C'est pas du tout un personnage qui est comme ça dans la vie de tous les jours. Hein. Moi, je l'ai côtoyé un petit peu dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un de très calme, très posé, très, très sympa, gentil. Mais dès qu'il est devant un public, c'est la folie. Parce que tout ça, c'est calculé, en fait. Et contrairement à d'autres qui ont fait des grandes théories sur la magie, mais en pratique, quand on les regarde faire, eux, leur tour, c'est pas toujours ça c'est pas toujours extraordinaire. Tamariz, lui, non seulement c'est un théoricien, mais c'est un praticien aussi. Et il fait des choses extraordinaires aussi quand il le fait. Et il les fait comme il le dit dans ses livres. Quand tu as d'autres gens, bon, on pourrait venir. Mais lui, en fait, par exemple, le fait de mettre l'effet en évidence, il va gesticuler et tout ça, mais pendant qu'il gesticule, le jeu de cartes, il est posé sur la table. Il bouge pas. Il est en vue. Voilà. Tamaris ne va pas prendre le jeu de cartes pour le mélanger dans tous les sens, mais enfin, au moment où il devrait plus être touché. Non, il va pas tripoter les cartes inutilement. Il va faire mélanger le jeu à plein de gens, il peut le mélanger lui-même, mais à partir du moment où c'est fini de mélanger, il y touche plus. Voilà. Et alors que, bon, par exemple, David Berglas, si tu, si tu as l'habitude de le voir, lui aussi, c'est un grand baratineur. Il n'arrête pas de parler, mais pendant qu'il parle, il est en train de faire des coupes de double saut et des machins comme ça, et il te sort un Akan avec ça. Bah, forcément. Il a eu le temps de couper sur la carte au moins 50 fois. D'ailleurs, on le voit souvent couper plusieurs fois parce qu'il s'est trompé, donc il se recale. Donc, Berglas, en fait, il fait pas ce qu'on devrait faire réellement. Il fait pas ce qu'il dit qu'il fait, puisque en fait son texte va cacher cette manipulation zéro qu'on cherche à atteindre. Parce que la magie, elle apparaît réellement quand on ne touche à rien. Plus on tripote les choses, plus ça va vite, voilà, plus c'est confus, moins il y a de magie. Et bien, Tamariz, à partir du moment, d'ailleurs, au moment de l'effet, au moment de la révélation, tout ça, il touche plus au jeu déjà depuis qu'il n'est plus à y toucher. Et puis au moment de la révélation de l'effet, il va se calmer d'un coup. Et il va mettre tout le focus sur le jeu. Parce que là, c'est plus son personnage qui est intéressant, c'est ce qui se passe sur le jeu. Donc, il laisse la place vraiment à l'effet, en fait, ce qui permet de rendre sa magie bien plus forte. Et une fois que l'effet est apparu, là, il redevient l'explosion de joie, il joue du violon et tout ça. D'ailleurs, dans son dernier bouquin, L'arc-en-ciel magique, il nous explique des choses sur la mémorisation. Dans tout ce qu'il fait, là, en fait, il y a des choses qui sont faites pour que le spectateur mémorise uniquement les choses qui intéressent Tamariz. Donc, en fait, par exemple, il y a un truc de dingue que je n'avais pas remarqué, mais maintenant que je l'ai lu, après, ça paraît évident. Pendant que les gens applaudissent, pendant qu'il fait le fait, lui, il remime, en fait, tout ce qu'il a fait pendant le jeu, sans en parler, mais il refait tous les gestes. Il a mélangé au début, voilà, et il refait le truc comme quoi il a fait choisir une carte, il a remis la carte, il remime tout. Parce qu'au niveau subliminal, ça va rentrer dans la tête des spectateurs et ça va renforcer encore l'effet. Enfin bref, j'aime bien Tamariz. Max Maven, par exemple, parce que lui, il a des façons de voir des tours qui il voit plus loin, en fait. Voilà, il voit plus loin. Par exemple, le principe de Gilles Bresse, que beaucoup de gens utilisent, lui, il l'a poussé à un point que tu ne sais pas que c'est le principe de Gilles Bresse si tu si tu lis pas ses livres. Mais en fait, si. Il sait exactement comment marchent ces choses-là. Et donc, il voit très très loin. Max Maven, j'aime beaucoup. J'aime bien les gens intelligents en général. Max Maven, c'en est un. Tamariz aussi, évidemment. Xavier Mortimer. Voilà, Xavier Mortimer pour un autre aspect, lui, c'est la multiplicité. Parce que ce garçon, il sait tout faire.
Alors là, il joue de la musique, il fait du mime, il danse, il fait de la magie, évidemment. Bref, il fait tout. Et il arrive à mélanger tout ça dans un truc cohérent qui donne vraiment une explosion de magie, entre autres, mais aussi de spectacle. En fait, Xavier Ouais, Mortimer, très fort. j'aime. D'ailleurs, bon, s'il est à Vegas, hein, c'est pas pour rien. Hein, c'est que il a quand même. C'est marrant parce que Xavier Mortimer, j'avais rencontré du temps où il n'était pas connu. Donc ça fait un petit bout de temps déjà maintenant. Il y avait quelques copains magiciens qui avaient fait un spectacle dans une vieille ferme. Donc on était monté hein, dans un grenier. L'escalier était entièrement branlant. Je me demandais si j'arriverais en haut. Et là, on avait vu les prémices de ce que fait Xavier Mortimer. Entre autres, il y avait d'autres magiciens, mais il y a eu des prémices, notamment au niveau du mime avec la valise qui semble être du mime, puis après, c'est pas du mime parce que la valise, elle tient toute seule en l'air non plus. Et ainsi de suite. Il y avait eu pas mal de choses comme ça. C'était pas encore son spectacle L'Ombre Orchestre, hein. C'était bien avant, mais il y avait déjà les premières traces. Et c'est vrai que bon, c'était déjà très très bien. Tu as cité les deux, trois principaux, quoi. Oui, j'en ai cité quelques-uns. Question suivante, Gilbus. Pratiques-tu la magie professionnellement? Si oui, depuis quand? Sinon, pourquoi? Alors, ça dépend des définitions. Pour moi, pratiquer la magie professionnellement, c'est quand on se fait payer. Et quand on est déclaré, évidemment. Donc, effectivement, je pratique la magie professionnellement depuis je sais plus, 20 ou 30 ans. Euh, je n'ai pas le truc en tête, mais ça a toujours été épisodique pour moi. C'est-à-dire que j'avais un autre métier à côté et en fait, j'ai pratiqué la magie ou toute forme d'autres spectacles depuis très longtemps, mais en se faisant payer ou pas d'ailleurs, euh, mais surtout pour faire du spectacle. C'était pas pour l'argent spécifiquement. Donc, je n'ai pas une démarche professionnelle en sens que je ne vais pas essayer de me faire une réputation, une clientèle, etc. Euh, Tout simplement parce que c'est pas ma source de revenus principale et que si on veut être professionnel, en fait, il faut se lancer dans plein de choses qui ne sont pas intéressantes. Du genre faire du démarchage pour trouver des clients, faire de la gestion, faire de l'administratif, enfin, tout un tas de choses qui sont des corvées pour moi et pour beaucoup de professionnels magiciens aussi. Hein. Faut pas rêver. Et du coup, non, ça m'intéresse pas du tout. Alors donc, quand on me demande, je fais des choses. Si on me demande pas, il n'y a pas de problème. Alors je disais que des fois, je pratiquais en me faisant payer ou pas, c'est-à-dire que je suis beaucoup dans le secteur associatif. Et ça, j'ai été toute ma vie dans le secteur associatif. Euh, Pas seulement de la magie, hein, j'ai cité quelques associations où j'étais passé, certaines où je suis encore, mais je fais aussi partie de plein d'autres associations. Là, en ce moment, je dois être à 4 ou 5 associations différentes, donc avec des responsabilités variables suivant les années, hein, suivant les décennies, on va dire. Euh, Actuellement, je suis président d'une association et je suis simple membre de plusieurs autres. Voilà. Et donc, c'est quelle association dont tu es président? Ça s'appelle les Tisseurs de Comptes. Alors, c'est pas une association de magie, c'est une association de compteurs. Donc, D'accord. elle regroupe dans les 80 compteurs à peu près, ce qui en fait sans doute la plus grosse association de France, je pense. Euh, D'habitude, les associations, c'est plutôt une vingtaine, voire une trentaine de membres. Là, on a pas mal d'ateliers différents, on fait des stages, on organise des formations, enfin bref, il y a, enfin, en temps normal, parce que là en ce moment, je ne te dis pas qu'on rame un peu. Hein. Au niveau des stages, on espère on va en caser un en juin, mais c'est pas gagné. C'est comme tout le reste, hein. On n'est pas exempt. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis lancé dans le compte en fait parce que suite à un spectacle de magie que j'avais fait, j'ai écouté en fait les retours des spectateurs qui discutaient entre eux à la fin. Ils n'avaient pas vu que j'étais là, donc
j'écoutais discrètement et j'en ai entendu deux qui discutaient et qui disaient ouais, c'est pas mal ce qu'il fait, c'est dommage qu'il sache pas parler. C'est vrai que je suis assez bavard dans tout ce que je fais, mais j'ai toujours un problème d'ailleurs. Il fallait soit que je suive des cours de théâtre, mais là j'ai une trop mauvaise mémoire, trop contraignant, ou des cours de conte. Je me suis lancé dans le conte parce que le conte, ça a beaucoup de points communs avec la magie. Donc, on peut faire des choses qui ressemblent étrangement et les deux peuvent s'apporter des choses ensemble. Ce qui m'a permis de faire de la magie comptée, justement. Alors, cinquième question. Quelle est ta plus grosse émotion magique ou ta plus grosse claque, comme on dit? Alors, ma plus grosse claque, ça peut être Xavier Mortimer pour l'ombre Ouais. orchestre. Parce que là, effectivement, j'ai vu que la magie pouvait être fusionnée avec plein de choses. Et là, ça m'a fait vraiment une claque. Donc ça, j'ai adoré ce spectacle. J'en suis sorti convaincu. Mais ma plus grosse émotion magique, c'était une émission de télé. Il y a très très longtemps, j'étais ado, je pense, qui était sur Buatier de Colta, où ils nous ont parlé de dégrossissant. Je ne sais pas si tu connais le tour. Ouais. En fait, bon, pour ceux Ouais. qui ne connaissent pas, le type arrive sur scène avec un dé à peu près de cette taille-là. Il le pose sur une table où on voit dessous, il n'y a rien dessous. Il le pose sur une table, un petit geste magique. Le dé se met à grossir. Le dessus s'ouvre et sa partenaire en sort. Je crois que c'était sa Ah, non, femme je connais pas. qui faisait la Non, je connais pas. connais D'accord. pas. Non. Bon, c'est un tour qui est assez extraordinaire. Et dans l'émission télé, ils ont dit que en fait, ce tour avait été perdu à la mort de Colta. D'accord. Et donc, ben, on pourrait jamais le refaire. Et là, ça m'avait fait une émotion, si tu veux, au niveau de ce que c'était que le secret, voilà. Ouais. Et ça m'avait marqué pas mal. Et j'ai eu le contre-coup de cette émotion-là, bien plus tard, quand sur un forum, j'ai appris que en fait, le secret n'était pas perdu. Alors, si tu vas au musée de la magie à Blois, ils vont te dire que le secret du dé a toujours été perdu parce que, ben, je sais pas pourquoi, il y a une sorte de mythe qui s'est créé autour de ce dé grossissant dont le secret a été perdu, mais en fait, il n'a pas été perdu. Et donc j'ai vu les plans, j'ai vu comment ça marchait. C'est extraordinairement malin. Euh, et c'est effectivement les plans d'origine, parce que on voit que tout le décor est reproduit, etc. Donc non, non, il y a pas de... Le secret n'est pas perdu. Et ça m'a fait plaisir, mais plaisir à un point énorme. Quel type de magie pratiques-tu et pourquoi? Alors, si je dis que je pratique une magie bavarde, ça va surprendre pas grand monde maintenant, hein, même ceux qui ne me connaissaient pas commencent à voir un peu. Alors, déjà, je ne fais pas de la magie pour magicien. Ouais, d'accord. Donc, non, mais c'est très bien si on a envie de faire de la magie pour magicien. Je trouve ça très bien de faire des choses subtiles que les magiciens ne vont pas comprendre, alors qu'ils connaissent plus ou moins le truc, mais en fait, ils ne vont pas voir le truc. Ou... Bref, c'est de la magie très, très spéciale. Mais moi, je fais de la magie pour le vrai public, on va dire. Donc, ça ne me dérange pas si les magiciens connaissent le truc. Du moment que mon public ne connaît pas le truc, il n'y a pas de problème, ça passe, ça rentre très bien. Je fais de la magie, en partie de la magie comptée. La magie comptée, c'est mélanger un conte, une vraie histoire, où il se passe des choses, il y a un héros et tout ça, avec des tours de magie, ou des tours de magie. Et le but du jeu, c'est pas de mettre un texte sur un tour de magie ou d'inclure un tour de magie dans une histoire, c'est de fusionner les deux. Ça, c'est un petit peu ma vision de la magie comptée, c'est que les deux doivent être... déjà, il faut que les deux soient intéressants indépendamment, et que quand on mélange les deux, ce soit plus intéressant au niveau spectacle que de faire l'un ou l'autre tout seul. Donc, il y a un équilibre délicat à trouver pour pas que l'un écrase l'autre. Il y a des timings spéciaux à trouver parce que le conte aussi a des règles assez précises, justement pour mettre en évidence les rythmes, les choses comme ça. Et la magie, bien sûr, a des règles aussi pour mettre en évidence les faits et qu'on ne rate pas la préparation, bien sûr, les différentes étapes de la structure magique et à la structure du conte. Tout ça, ça doit correspondre. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Bon, ça fait longtemps que je fais de la magie, et là, ça fait une quinzaine d'années que j'apprends à faire du conte.
Donc j'apprends toujours à faire les deux. Je continue à faire des stages de compte pour apprendre. Bon, je fais aussi des stages pour apprendre aux autres maintenant, mais bon, on s'arrête jamais d'apprendre. Autrement de la magie, je fais de la magie lente. Voilà. Parce que on voit souvent des gens qui font de la magie très flash, clac, 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 il y a 50 effets qui partent dans tous les sens. Alors moi, je préfère mettre une ambiance, présenter les choses. C'est un petit peu le compteur là qui Ouais. déborde parce que les compteurs ne sont pas pressés. Eux, ils n'ont pas 50 effets à faire à la minute, non. Ils vont prendre leur temps pour, en quelques mots, te mettre une ambiance et puis après faire évoluer l'ambiance, la faire monter jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit de l'histoire. Bah, la magie, je trouve que c'est un petit peu la même chose. On va mettre une ambiance, on va emmener les gens là où on va. Mais le but du jeu, c'est que bien sûr, ils suivent. Parce que quand ça va trop vite, les gens ne suivent pas. Ils voient les choses qui éclaboussent dans tous les sens. C'est très joli, mais on perd un petit peu de magie quand même parce que, comme je disais pour Tamaris, hein, si les gens n'arrivent pas à suivre parce que c'est trop rapide, ben, ils se disent bon, bah, j'ai raté des trucs. Voilà. Là, la magie, j'essaye vraiment que les gens aient le temps de suivre tout ce qui se passe pour que justement ils soient sûrs de rien avoir raté et pour renforcer l'impossibilité, bien sûr, parce que le but c'est que ce soit impossible à un moment ou à un autre, quand même. Ton plus bel objet magique ou l'objet, ton objet fétiche, précieux, que tu gardes, t'en prends soin, enfin tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça c'est un objet qui vient du 19e. A priori, j'ai fait examiner par des gens qui s'y connaissent un petit peu. Et ça s'appelle une cafetière express. Alors on s'en servait dans le temps pour mettre des grains de café dedans. Bon, c'est un truc qui n'a pas enfin, on remplit ici avec du café. Hein. Ouais. On rebouche, quelques passes magiques, et là, on sort du café. Bon, là, j'ai pas de café. Là, j'ai une balle en mousse. Voilà. Des foulards, des trucs, des machins, et ainsi de suite. Bon, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, quoi. Et donc, c'est un objet que j'aime bien, en fait, parce que bon, on en met partout, mais et je m'en suis même servi en spectacle, en fait, des spectacles pour enfants, paradoxalement. J'ai rempli ça avec des Smarties, et les enfants, ils étaient très contents. Euh, donc voilà, donc c'est un genre de truc qu'on peut mettre dedans. Pouf, 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 pouf. Voilà. Et voilà. Bon, c'était la cafetière express. Ah si, j'ai une image. Ah oui. Bah, alors là, je n'ai pas préparé. Attendez. Il faut que je la ressorte. Parce qu'elle est cachée. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'on la voit là? Oui. Donc ça, c'est quelque chose que Ludo de Marchand de Trucs m'avait donné. Et c'est une illustration originale, en fait, qui vient du livre Rêver de Max Maven. En plus, c'est Max Maven. Donc, parce que j'avais aidé vaguement à faire une relecture du bouquin. Et donc, il m'avait offert ça. J'ai trouvé ça super sympa. C'est une image originale. On te connaît, notamment sur VL, mais comme un espèce de géo trouve-tout. Est-ce que tu pourrais nous partager ta recette pour trouver des routines, des tours, des astuces? Comment est-ce que tu réfléchis? Comment ton processus créatif se met en marche? On m'avait posé la question il y a un bout de temps et donc j'avais réfléchi un peu parce que sur le coup, je n'avais pas eu de réponse. Comme quoi, mon processus créatif, il ne se met pas en route tout de suite, hein, il faut du temps. Euh, mais en essayant de réfléchir à la façon dont ça se passe, je m'aperçois qu'en fait, il faut des contraintes. Alors, ça peut être, par exemple, quand j'ai une échéance. Je dois faire un spectacle à telle date, et ben là, du coup, ça va mobiliser pas mal de choses. Je vais me mettre à me mettre à sortir des choses parce que j'ai besoin, quoi. Il faut que ça sorte. En temps normal, je suis plutôt procrastinateur, hein, je remets toujours à plus tard. Donc avoir une échéance, une date, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel parce que justement, c'est là que je fais des choses. Sinon, il y a des choses que je dois faire depuis des années parfois et que j'ai toujours pas fini. C'est affreux. Ce qui peut être bien aussi, c'est d'avoir des contraintes, d'autres contraintes, par exemple le thème.
Tu me définis un thème, et là, du coup, je vais avoir des idées qui vont correspondre au thème, et ça va m'aider beaucoup. Ou définir un type d'objet ou d'accessoire, ou un type d'effet, et puis là, du coup, je vais pouvoir commencer à travailler. Donc, pour moi, il faut déjà avoir quelque chose qui restreigne le, le, le champ des possibles, parce que c'est vrai que déjà on fait des choses impossibles, alors le champ des possibles il est vaste du coup. L'idée c'est effectivement d'avoir quelque chose qui motive en termes de contraintes. Par exemple, en peinture, les pointillistes, ils se mettent des contraintes à faire tout un tableau juste avec des petits points. Et ben, pourtant, c'est ça qui donne des trucs de Gauguin, il est pointilliste, ou je sais plus. Enfin bon, ce genre de choses-là, ça rend des effets nouveaux, quoi. Et donc, j'aime bien avoir ce genre de contraintes-là. Alors autrement, je peux aussi rebondir sur autre chose, c'est-à-dire que je vois un effet, j'ai envie de le refaire d'une autre façon. Ça, c'est ou juste une idée que je vais tirer de l'effet. Et là, ça me fait repartir sur autre chose. Le rebond, c'est quelque chose de très courant. Euh, Tiens, par exemple, la corde à travers le cou. Hein. C'est quelque chose que font beaucoup de magiciens. Mais ils font un truc bizarre en tournant leurs mains de chaque côté, je ne sais pas trop comment ils font. C'est compliqué, moi je ne suis pas vraiment magicien. Hein. Et donc j'ai voulu essayer de simplifier l'effet. Parce que en fait, c'est quand tu simplifies que ça marche mieux. Donc l'idée de la corde à travers le cou, c'est de la faire propre. Et c'est un peu angoissant du coup. Parce que on sent bien que ça se resserre là. Non, c'est de l'autre côté. C'est passé sous le col là. Il y a un truc qui bloque. C'est pénible d'avoir. J'ai le. Ah non, non, c'est pas passé sous le col. Donc là, ouais, c'est. Si. Voilà. Et là, en fait, c'est toujours un petit peu pénible parce que des fois, je rate. Mais des fois, ça marche. Bon, donc. Voilà. Et bon, le fait de le faire comme ça, si tu veux, je trouve ça plus sympa que le mouvement bizarre, parce que là, j'ai essayé de limiter les mouvements bizarres. Après, il n'y a pas vraiment de recette parce que ça se passe dans la tête et que j'y suis pas vraiment. Enfin, moi, j'y suis, mais j'ai pas de vision externe, donc c'est pas simple. Bon, bah, super, super. 9e question. Où fais-tu tes courses magiques, évidemment? Alors, mes courses magiques, je les fais essentiellement dans les magasins de bricolage, dans les magasins de loisirs créatifs, dans les papeteries, dans les vides-greniers, Ouais, chez Emmaüs ou le Secours Populaire aussi. J'adore les vides-greniers aussi, donc où je ramène toujours plein de cochonneries ouais. que je stocke dans mon sous-sol ou ailleurs. Là-dessus, bon, on n'est pas toujours d'accord à la maison sur l'occupation de l'espace, mais bon, c'est pour ça que mon bureau est un peu encombré, et mon sous-sol aussi. Donc voilà, partout où on peut acheter des cochonneries. Alors autrement, j'achète quand même des consommables magiques. Donc là, dans les Ouais. magasins en ligne ou les magasins réels. Hein. Les consommables, c'est principalement des cartes pour moi, parce que ça s'use vite. D'autres consommables sur les sites chinois, genre AliExpress, par exemple pour des aimants, des tout petits aimants plats. Alors, c'est pas des aimants que je vais mettre dans des cartes parce qu'elles sont beaucoup trop fins. Elles sont pas assez fins, pardon. J'en ai d'autres qui sont beaucoup plus fines, mais ça va me servir pour d'autres choses. Tout ce qui est colle, aimant, tout ça. Pour les magiciens, pour les collègues, qu'est-ce que tu conseilles comme colle? Parce que moi, j'ai essayé UHU, Cléopâtre, Scotch, je les essaye toutes aussi. C'est pour coller quoi? Ouais, à des cartes, à des Voilà, cartes. pour coller des cartes, moi alors, je prends de la colle scotch si c'est pas trop. Voilà, la vulgaire colle. Ouais, Pour tout ce qui est papier, je prends de la colle blanche à papier. ouais. Bon, les cartes, c'est spécial parce que c'est plastifié. De la colle à reliure, alors, je ne sais pas si on voit. De la Ouais. colle à reliure, c'est une colle qui reste souple, puisqu'elle est faite justement pour mettre dans les reliures des livres pour qu'il y ait une certaine souplesse. À essayer. Alors sinon, autrement, j'achète beaucoup de magie d'occasion. Ah oui, parce que tu me disais où je trouve mes affaires. D'occasion. J'achète rarement,
enfin quasiment jamais de tours neufs, Pareil, surtout pas ceux qui viennent de sortir. Sauf pareil. si j'ai vraiment un tour qui me tape dans l'œil pour un projet spécifique. Je suis en train de monter un truc, je vois ça qui existe, paf, je le prends parce que j'en ai besoin pour mon projet. Mais autrement, j'essaye d'éviter les achats d'impulsion sur justement des tours trop neufs. En général, je vais voir les avis des gens qui ont acheté avant moi, hein, et j'attends qu'ils le revendent pour l'avoir d'occasion. Pareil. Voilà. Crées-tu tes propres tours? Et si oui, peux-tu nous en parler d'un ou de quelques-uns, comme tu le souhaites? On peut partir d'un tour et lui mettre une présentation complètement différente, voilà, Ouais, que ce que les autres font. ouais, Et dans ce cas-là, effectivement, je crée mes tours, si on peut appeler ça comme ça. Alors, on peut aussi s'inspirer, enfin, je peux, parce qu'on parle de moi, je peux m'inspirer d'un tour ou d'un effet, ben, comme pour le tour de la corde à travers le cou, et puis, ou d'un truc, ou prendre un truc, et puis le mettre dans un autre contexte. Par exemple, le tour des ficelles de Gilbus, que je ne vais pas vous faire parce que c'est trop long, de toute façon on est déjà en retard. Ou d'autres tours, les dames amoureuses, etc. Bon, j'ai pas mal de tours comme ça, où je prends un tour qui existe ou un truc qui existe, et puis j'en fais quelque chose de nouveau, à ma connaissance en tout cas, parce que il y a souvent des gens qui font des choses. Donc, voilà, il y a des choses qu'on adapte en fait pour en faire quelque chose de nouveau. C'est un peu différent de juste mettre une présentation sur un tour qui existe, c'est juste extraire des petits bouts, les assembler, des petits bouts qui viennent d'horizons différents, les assembler pour faire quelque chose de nouveau. C'est pas vraiment de la création, c'est plus de l'ingénierie. Hein, on fait du pulse. Et puis autrement, il y a des créations qui sont, on va dire, un peu plus pures, où j'ai un peu tout construit depuis le début. Euh, mais qui sont souvent en fait à partir de trucages ou de techniques qui existaient déjà. mmh, Parce que les trucages et les techniques, c'est pas des tours, c'est des outils pour construire un tour, puisqu'on parle de tour. Euh, donc on va piocher dans les outils qui existent pour construire quelque chose. Euh, quand j'ai le tour des fourmis, par exemple, ou la partie de cartes contre la mort, ou ce genre de choses-là. J'utilise des techniques qui ne sont pas des techniques novatrices, mais j'en fais quelque chose de nouveau. Enfin, j'espère, plus ou moins. partir de zéro et créer un effet, ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué, donc voilà, il y en a très peu, mais bon, quand on tombe dessus, faut le faire. Je peux créer du matériel aussi. Alors, par exemple, ici, j'ai un tour qui s'appelle L'arbre est dans ses feuilles. C'est une chanson, en fait. Mmh. Donc, où j'ai ici des feuilles qui sont plastifiées, et je vais m'en servir comme aide-mémoire pour faire une chanson. Ici, j'ai un tour à base de dragon que j'ai fait. Ah mince, ça coince. Bon, bah, c'est pas grave, je vais en sortir un ou deux. Donc, il y a des dragons de toutes sortes qui sont numérotés. Euh, Ça, c'était pour un truc sur un spectacle Harry Potter. Ah oui, il y a des dragons dans l'univers Harry Potter. J'ai des fourmis, là. Bon, c'est pareil, j'ai tout un truc avec des fourmis. J'ai des chaussettes. Des chaussettes, je sais pas si j'ai toutes les couleurs. J'ai des chaussettes rouges et des chaussettes bleues, tu vois. Il y a moyen de faire des choses avec ça. J'ai des poules. Donc j'aime bien en fait me faire mon propre matériel Ouais. parce que bah, au moins on fait ce qu'on veut. Et ces tours-là, ils n'utilisent pas de principes nouveaux ou de choses révolutionnaires. Mais bon, bah, il n'y a que moi qui les fais, puisque sauf une ou deux personnes à qui je les ai filés. Mais voilà, ça Oui, permet c'est d'avoir un truc un petit peu à soi. J'aime bien avoir un univers qui est à moi parce que justement, tout le monde qui fait les mêmes tours, c'est pénible à force. Même si les spectateurs ne voient pas beaucoup de magiciens dans leur vie, hein, faut pas rêver. Ils sont souvent en train de voir pour la première fois de leur vie un magicien en vrai quand ils te voient. Donc ça va. Mais
pour soi-même, c'est toujours bien d'avoir un truc qui sort un peu de ce que font tous les autres parce que c'est une satisfaction. C'est ça. 13e question. Quelle marque de carte utilises-tu? Ouais. Il y a un gros débat dans la communauté magique, Norby, Bicycle, Talio. Je te laisse nous parler de ça. Alors, bah, allons-y, allons-y. Bicycle, voilà, ça c'est fait. Ouais, Donc, alors, pourquoi j'utilise des bicycles? Parce qu'elles ont un bon rapport qualité-prix. Tout simplement. Moi, je fais pas des techniques de haute volée manipulatoire. Donc, pour moi, la qualité des bicycles me suffit à partir du moment où ils sont pas trop crades. Donc, je change régulièrement mes jeux, hein. J'achète ça par cartouche, évidemment. Euh, donc, ça permet d'avoir toujours des jeux en bon état. Je trouve rien de plus pénible que de voir un magicien qui essaye de nous faire un tour avec un jeu avec tous les bords du jeu sont tout noirs. C'est des fois ouais, c'est un petit peu lourd. Donc mes bicycles sont en général propres et ça coûte relativement pas très cher parce que c'est pas les plus les plus onéreuses. Par contre, le Covid est passé par là. Et oui. Et donc, le close-up, pour moi, n'existe plus parce que j'applique les règles de distanciation. Et du coup, le public est plus loin. Il est à 2 mètres. Donc, les bicycles, ça devient petit. C'est pour ça que j'utilise un format par lourd. Par lourd en phénix. La taille est beaucoup plus grande. Mais ça, c'est pas des jeux jumbo. C'est-à-dire qu'on peut encore les mélanger, faire des choses avec. Alors, les empalmages, c'est un petit peu plus compliqué quand même, je ne te le cache pas. Parce qu'il faut quand même des grosses mains. Hein. Mais bon, comme j'en fais très peu, ça ne me dérange pas. Les sauts de coupe, il faut bien gérer les angles aussi, parce que du coup, c'est plus gros. Mais pour ce que je fais, moi, ça me va très bien. Les index sont beaucoup plus gros. Alors, ils sont plus gros encore, les index, que des index jumbo en format poker. Donc, c'est encore plus gros. Donc, pour ça, j'aime bien. Voilà. Donc, je me suis acheté suite au Covid, toute une panoplie de jeux rouge, bleu, double dos, etc. Enfin, bref, les formats standards dont j'avais besoin en par lourd. Et donc, ça permet de faire des tours de close-up à distance, c'est-à-dire à 2 mètres. Voilà. Et du coup, je m'en sers quasiment tout le temps maintenant parce que le public est censé être loin. Donc, voilà. Alors, en médiéval, je fais pas mal d'animations médiévales aussi. ouais. Alors, il y a eu Darlon que tu as interviewé qui fait aussi des animations médiévales ou historiques en tout cas. Et lui, il se sert de cartes dans ce genre-là, je pense. Donc, un petit peu comme ça, où on voit les familles sont en pied, hein, Ouais. pour les figures. Les coins sont carrés, il n'y a pas d'index. Les dos sont pas colorés. Donc ça, c'est un jeu qui se rapproche un petit peu des jeux quand ils sont arrivés en Europe. Enfin, après qu'on ait refait les familles, parce que les familles au départ c'était des bâtons, des épées, des deniers et des coupes, enfin, comme dans les jeux de tarot actuels. Ou dans certains jeux espagnols qui sont toujours avec ce format-là. Mais les familles ont changé, on les a adaptées. Les Allemands avaient des glands et des feuilles, je crois. Mais en fait, c'est nous qui avons gagné, c'est les Français, avec le pique, cœur, trèfle et carreau. Donc ça, c'est un jeu qui ressemble un petit peu à ce qui se passait au temps vers le 14e siècle. Et des bus. Est-ce qu'il n'y avait pas avant aussi que des hommes pour les Si, faces? tout à fait, tout à fait. Avant, il y avait pas de dames, effectivement. Il y avait le serviteur, le chevalier et le roi. Mais il y avait déjà 52 figures, 52 cartes en 4 familles, comme maintenant. Et donc, la dame est venue après. Donc ça, c'est un petit peu le défaut de ce jeu-là, que je n'utilise pas de toute façon en animation médiévale. Contrairement à Darlon, qui lui s'imprime ses cartes pour faire des choses comme ça, parce que je fais quand même pas mal de cartes, et il manque une chose essentielle sur ces cartes-là, c'est l'index. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de compter les points,
Maintenant, il regarde le nombre qu'il a. Ouais. Et donc, en fait, moi, j'utilise des cartes de ce type-là quand j'ai l'occasion, ou des cartes normales, même des parlours de Phoenix, même en animation médiévale, parce que je sacrifie la réalité historique, en fait, au rythme du tour. Parce que si la personne n'est pas capable de reconnaître le roi du Valais, par exemple, il va pas savoir, il va se paumer, quoi. Il faut faire des sacrifices, il faut faire des choix. Darlon, lui, a fait le choix de rester historique et il a tout à fait raison si c'est son truc. Moi, je fais des concessions avec la réalité. Et ces cartes-là, justement, permettent de mettre dans l'ambiance, même si elles n'ont aucune réalité historique. Je suis d'accord. C'est ça. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'utilise comme carte, à part des cartes quand je les fais moi-même, quoi, mais bon, c'est autre chose. Très intéressant. Que penses-tu du renouveau dans la magie? VOD, plateforme, Discord? Je suis pour tout ce qui est rencontre, échange, découverte, bien sûr, avec des magiciens, avec des tours, des choses comme ça. Donc, c'est un luxe incroyable par rapport à ce qu'on avait avant, où il fallait effectivement se déplacer pour rencontrer les gens. Maintenant, Le système de VOD, par exemple, qu'est-ce que tu en penses de la VOD dans la magie? la VOD, ça dépend. Il y a le meilleur et le pire. Par exemple, sur le site de Mayette, donc ils ont ouvert, je ne sais plus comment ils appellent ça, TV Mayette ou je ne sais pas quoi, enfin la télé de Mayette. Donc c'est sur abonnement et je suis allé faire un tour un après-midi dessus. J'ai trouvé ça très très bien, très pédagogique. Donc pour apprendre les choses, c'est très très bien. Après, il y a d'autres VOD où tu as l'impression d'avoir perdu tes sous et ton temps. Et puis après, il y a d'autres circuits où je suis pas du tout convaincu. YouTube, franchement, il y a une telle médiocrité là-dedans que c'est pathétique. À part certains qui sortent du lot, évidemment, mais bon, le niveau moyen est pathétique pour moi. Discord, bon, c'est sympa, mais il faut y passer du temps. Parce que Discord, c'est une sorte de chat avec une mémoire. Hein. Donc, on est là pour discuter au fil de l'eau, mais c'est pas un forum. J'aime bien les forums, en fait, parce que justement, les choses sont triées par sujet. On ouvre un nouveau sujet quand on veut discuter d'un truc précis. Et on peut y revenir et on peut le consulter. Un Discord, ça arrive tout en vrac et tu retrouves jamais rien, quoi. J'aime mieux les forums genre LSP ou Virtual Magie où tu as des sujets, un sujet et puis les gens s'expriment sur ce sujet-là, sauf à faire des déviations, mais bon. Alors après, c'est pas la même utilisation du coup, hein. Non, bah non. Mais il faut les deux. Par contre, les Discord, c'est vrai qu'il faudrait y passer du temps. Voilà. C'est fait pour faire des rencontres vidéo ou des choses comme ça aussi. Hein. Donc c'est pas forcément c'est pas un outil où tu vas de temps en temps pour voir ce qu'il y a de nouveau. Donc, Oui, oui, c'est sûr. Là, c'est compliqué, hein. C'est vrai il y a beaucoup d'informations à traiter, beaucoup de choses qui nous arrivent de partout. Enfin, c'est pas évident d'être sur tous les tableaux. 15e question. As-tu une chaîne YouTube ou Instagram? Et qu'en penses-tu? Bah, tu as un peu répondu, on a un peu parlé juste avant, mais la réponse est non. bon, d'accord. Ok. J'ai un compte YouTube, enfin oui, j'ai un compte YouTube, j'en ai peut-être même plusieurs, je crois, mais où je mets des vidéos qui sont privées, donc qui ne sont pas ouvertes au public. Instagram, non, parce que je n'ai pas besoin. J'ai évidemment une page Facebook où il n'y a rien. Je m'en sers juste pour créer des événements quand il y a besoin ou aller voir les événements des autres. Ouais. Donc en fait, je cherche pas à lancer un truc sur Internet ou pour avoir des vues ou pour ramasser quoi que ce soit d'ailleurs. Pour partager ce que tu fais. Partager, je vais sur les forums en général. Mhm. Ou en vrai, ce qui est encore mieux. Oui, c'est mieux, c'est sûr. Ce qui est encore mieux parce que quand tu passes
6 mois sur un forum, tu vois, tu vas faire 1 ou 2 soirées avec des magiciens en vrai, tu vas apprendre beaucoup plus de choses. Ah bah oui, ça c'est Oui, parce que les rencontres en vrai, pour moi, c'est une valeur incomparable par rapport à des trucs qu'on traîne sur les forums. non, c'est sûr. Où c'est sympa, si tu veux, il y a des choses, il y a du contenu, etc. Mais une rencontre en vrai avec un groupe de magiciens, là, c'est incomparable. Par exemple, quand tu veux tester des tours, bon, ben, Zoom, c'est bien. Euh, Instagram, hein. Instagram, c'est bien pour ça, pour tester, hein. ouais, bah, on est toujours contraint par le format de la caméra. Par Ouais, exemple, tu vois, moi j'ai un truc derrière là. L'espèce de cadre derrière avec les trucs libre arbitre, plus de hasard, ouais, hasard maximum. Ça, c'est un tour que je suis en train de mettre au point. Euh, ouais, je l'ai montré par vidéo, par Zoom, euh, à trois groupes en fait, deux groupes de compteurs et un groupe de magiciens. ouais. Mais alors, ça a fait avancer les choses. Mais n'empêche que je suis tellement contraint par comment dire, par l'angle de la caméra, par la mise en page, enfin la mise en écran, que c'est pas simple. Ouais. Pour un tour de carte, il y a moyen d'échanger facilement parce que ça, tu baisses la caméra sur le tapis. Et encore, pour montrer une technique, oui, mais pour montrer le rendu d'un tour, quand tu peux pas avoir à la fois les mains et la tête du gars, bah, tu as une voix off sur des mains qui s'agitent. Pour moi, c'est pas ça de faire de la magie. Parce que l'expression, ce que tu vas communiquer par toute ta gestuelle, ta position, etc., ça va pas passer. Donc, pour moi, la magie, c'est fait pour être fait en live. Voilà, le spectacle vivant. Si tu as des spectacles qui sont faits pour être faits sur écran, pourquoi pas, hein, mais avoir un spectacle vivant que tu essayes de faire rentrer dans un écran, c'est pas simple. Donc Ouais. là-dessus, j'ai parfois des doutes. Et il y a malheureusement des gens qui restent sur leur chaîne YouTube, etc., qui font des choses que pour la caméra et qui oublient qu'il y a un public. Et le public, il réagit pas comme une caméra. Hein. La gestion du public, c'est vachement important pour de la vraie magie. Ce que j'appelle la vraie magie, c'est de la magie avec un vrai public, pas une caméra qui te sert de public. Donc même avec un zoom où tu as des interactions qui sont en direct, c'est pas comme si tu avais les gens en face de toi. Donc ça a des limitations. C'est bien pratique, surtout par les temps qui courent, parce que on a bien besoin de ce genre de choses, évidemment. Donc c'est une bénédiction en ce moment. Mais faudrait pas penser qu'il y a que ça. Et j'ai peur qu'il y ait des gens qui, il y a des gens que, de toute façon, je le sais très bien parce que j'ai discuté avec certains qui sont sur YouTube et qui ne sortent pas de YouTube et ils font de la magie pour caméra. Euh, Ouais, c'est ça. c'est conceptuel, de mon point de vue en tout cas, mais ils envisagent même pas de se confronter à un vrai public, quoi. C'est ballot. Mais Parce que certains aussi, j'ai vu, peut-être que certains, il faut avoir du courage et du cran pour se confronter à un véritable public. Peut-être que bah, certains, tout simplement, tu vois, c'est un moyen pour eux de faire quand même, je sais pas, hein, peut-être, je sais pas. alors, le problème, c'est qu'on oublie des choses qui sont essentielles en faisant des tours à une caméra. Par exemple, il y a une chose essentielle, c'est que la magie, elle n'est pas dans les mains du magicien, elle est dans l'esprit du spectateur. Voilà. Donc, si tu n'as pas de spectateur, hein, eh ben, tu as tendance à te concentrer sur tes mains. Et tu vas montrer des choses, voilà, mais tu ne seras pas avec le public. Quand tu es sur scène, enfin quand tu es même en spectacle, quel que soit le format, du close-up, du salon, de la scène, n'importe quoi, il y a une valeur que tu auras du mal à faire passer par la caméra, c'est la présence. Quand tu es en train de performer, il faut que tu sois présent dans l'instant. Il faut que tu sois là. Il ne faut pas que tu sois dans ta tête en train de réfléchir à ce que tu dois faire. Il ne faut pas que tu sois en train de penser à autre chose. Il ne faut pas que tu sois concentré sur toi-même. Il ne faut pas que tu sois captivé par ce que tu fais. Non, il faut que tu sois avec les gens. Il faut que tu sois présent avec eux. Et cette présence-là, elle est indéfinissable objectivement, mais elle va se ressentir par le public.
Et la présence, pour moi, c'est ce qui va faire la différence entre un spectacle super et un spectacle génial. Euh, c'est extrêmement fatigant hein, d'être présent tout le temps pendant tout le numéro ou tout le spectacle. C'est épuisant parce que il faut être là. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des choses où on est là, mais en essayant d'être là consciemment tout le temps. Voilà, parce que notre esprit a tendance à vagabonder. Hein. Donc, il faut une concentration totale, tout dans la plus totale décontraction, puisqu'on est censé ne rien faire de spécial. Donc, et en plus, bien sûr, gérer le tour de magie et gérer la gestuelle, gérer le public, gérer plein de choses. Donc, cette présence-là, pour moi, c'est quelque chose que je ne vois pas comment le reporter sur une caméra. C'est un autre exercice, quoi. C'est un autre exercice, mais qui est différent. Mais bah, oui, bah, c'est un autre exercice, on est d'accord. Après, après qu'il y ait des gens qui fassent uniquement de la vidéo, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein, après, c'est sûr. Hein. Chacun fait ce qu'il veut exactement, puis j'ai aucun moyen de les empêcher de le faire. Mais quand même, on sent qu'il y a une différence vraiment réelle. C'est pareil, quand je vois une vidéo de quelqu'un, bon, à part quelques grands noms qui me bluffent, quand je vois la vidéo de Baltas, par exemple, voilà, je suis un petit peu scotché, mais la plupart des gens que je vois en vidéo, euh, ils me le feraient en réel, si tu veux. Là, je pense que j'aurais une autre émotion. L'important, c'est l'émotion quand même. Et faire passer une émotion par la caméra, c'est vachement dur. Ouais. Euh, on n'est pas des, la plupart, en tout cas, on n'est pas des acteurs consommés et des acteurs de cinéma, je parle. Hein. Et ben, c'est un métier, quoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de magiciens qui font de la vidéo et qui devraient faire du live. On ne peut pas remplacer le réel. Rien ne vaudra jamais le réel, ça c'est évident. Évident. C'est évident, mais je pense qu'il y a des gens qui n'en ont pas conscience. Et ce que tu dis, c'est exactement ce que je voulais dire. Rien ne pourra remplacer le réel. On a des solutions qui sont différentes, qui sont parfois plus restreintes, mais rien ne remplace le réel. Et ça, ben, en ce moment, il n'y en a pas. Donc, enfin, s'il y en a un peu, j'ai quand même fait quelques spectacles pour des scolaires, des choses comme ça, qui maintiennent leurs activités. L'idée, c'est quand même d'essayer de faire un maximum de spectacles pour un vrai public. Voilà. Ouais. Non, mais bien sûr. Enfin, moi je suis d'accord, c'est sûr. C'est là où on apprend le plus en plus, aussi bien pour être pour faire des choses pour les gens, mais aussi pour apprendre pour toi. C'est ça qui est le plus formateur en fait. Qu'est-ce que tu en penses de la magie nouvelle virtuelle? Tu sais, un peu, bah, ce que Mortimer fait un petit peu, les French Twins, ou tu vois, ceux qui se servent vraiment du virtuel pour faire de la magie. Alors ça, c'est pas la magie nouvelle, par contre. Paradoxalement, c'est pas la magie nouvelle. Quand tu reprends les critères de la magie nouvelle avec ce qui a été mis en place par Étienne Saglio et toute sa bande, euh, la magie nouvelle, c'est une magie qui est basée une, euh, sur une performance artistique. Donc il y a une recherche artistique, une recherche poétique ou une recherche. Enfin, bon, c'est pas forcément de la technologie, la magie nouvelle. C'est vraiment c'est comme le nouveau cirque qui est apparu il y a quelques années, qui a donné lieu au Cirque du Soleil. Ils n'ont pas changé le format. Si, ils ont changé le format. Mais le but, c'était pas de dire on va utiliser de la technologie moderne. Non, le but, ça a été de dire on va prendre les disciplines du cirque et on va les inclure dans un cadre beaucoup plus grand, beaucoup plus large, comme le Cirque du Soleil, où tu as vraiment une poésie qu'ils essayent de mettre en place à chaque fois. Souvent, ils réussissent malgré tout. Il y a énormément de choses qui n'appartenaient pas au cirque ancien parce que le cirque ancien était très codifié, et ainsi de suite. Alors, maintenant, la magie qui utilise les nouvelles technologies, je pense que c'est autre chose. Et c'est peut-être là-dessus que tu voulais me lancer. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas, à partir du moment où la technologie ne va pas détruire la magie. Par exemple, si tu fais des tours avec un téléphone, hein, euh, maintenant, les gens savent que sur un téléphone, on peut faire n'importe quoi. Hein. Donc, la plupart des applis qui ont vu le jour sur un téléphone pour faire des tours de magie,
il faut que l'appli soit vachement bien amenée pour que on pense que ce n'est pas une appli qui fait le tour. Et, c'est le problème de la technologie parce que, en fait, tout ce qu'on fait maintenant, nous, tous les jours, avec un téléphone, avec nos ordinateurs, avec tous nos moyens de communication, il y a 100 ans, c'était de la magie pure. Il n'y avait que les magiciens pour pouvoir faire ce genre de truc-là. Quand Mir et Miroska faisaient leur numéro de transmission de pensée, hein, bon, il faut voir qu'à l'époque où ils se produisaient, un émetteur-récepteur, il pesait 80 kilos, quoi. Donc, on sait que c'était pas de la technologie de l'électronique, une transmission radio ou des trucs comme ça. Donc, il y avait autre chose. Maintenant, n'importe qui peut faire un numéro de transmission de pensée. Hein. Tu mets une caméra bouton, tu mets une oreillette ou un truc à vibration sous le bras, et puis basta. Et oui, ça vibre ces petits machins-là. Donc on peut se faire des codes simples pour transmettre n'importe quoi, et même il peut voir ce que voit l'opérateur qui est dans la salle pour faire le numéro de Mir et Miroska sans avoir de magie, juste avec de la technologie. Donc, ça veut dire que si on utilise de la technologie, à mon humble point de vue, parce que j'en n'utilise pas beaucoup, il faut que la technologie soit oubliée pour qu'on revienne à la magie et au mystère. C'est pour ça que je suis réticent, moi, à utiliser des médias modernes, parce que, justement, après, ça devient des effets spéciaux de cinéma, où il n'y a plus de magie. Alors, pour moi, la magie, c'est pas qu'on sache pas comment est fait l'effet. La magie, c'est que l'effet soit impossible, pour de vrai. Parce que si tu sais pas comment il a fait, mais tu as 50 possibilités différentes, tu sais pas laquelle il a choisi, ou tu peux dire vraiment il a fait comme ci ou comme ça, la magie, elle n'existe plus. Donc, il faut habiller cette technologie pour qu'elle disparaisse pas, de la scène, évidemment, mais aussi des esprits. C'est ça le plus dur. Bah ouais, c'est ouais, très intéressant. J'en ai, Ah oui, parce que la magie est toujours dans l'esprit du spectateur et pas dans les mains du magicien. déjà, merci beaucoup, Gilles Bus, de t'être prêté à cette interview. Je te C'est remercie vraiment du amusant. cœur. Ça m'a fait très, très, très plaisir. Et est-ce que si tu veux rajouter quelque chose dont je n'ai pas parlé, je t'en prie. Je peux donner un conseil, ne vous ruez pas sur les choses qui sortent. Sortez de cet esprit marketing un petit peu qui vous fait acheter des trucs à tire-larigot et essayez de faire les choses par vous-même. La plupart des choses qu'on vous vend ne vont pas vous servir de toute façon. Reportez-vous au livre. Alors, on m'avait donné un bon conseil par un temps. C'est pour chaque livre moderne que vous achetez, lisez un livre qui est paru avant votre naissance. Bon, dans mon cas, ça commence à être compliqué parce que c'est des livres qui deviennent très anciens, hein, tu vois, donc ça coûte un peu cher, mais pour des plus jeunes, ça doit être gérable. Et donc, euh, ne sacrifiez pas l'héritage qu'on vous a laissé, en fait, pour vous ruer sur des nouveautés qui sont un peu illusoires. Souvent, ce qu'on vous vend, c'est dans les bouquins, c'est un petit paragraphe dans un bouquin, et là, on va vous vendre un DVD qui va vous révéler, en fait. On a l'impression qu'ils ont pris les bouquins anciens, ils ont déchiré les pages, et ils les revendent à l'unité maintenant sous forme de DVD. C'est extraordinaire, mais y a des choses vraiment qui sont précieuses dans tout ce qu'il y a dans les livres anciens, ou même les vidéos anciennes maintenant, hein, parce que il y a des vidéos. Donc, orientez-vous là-dessus. De toute façon, ça sert à rien de prendre les derniers trucs qui sortent parce que ce qui est sorti il y a 10 ans, par exemple, les gens l'ont déjà oublié. Voilà. Donc, c'est comme si vous étiez avec un truc complètement nouveau. Et ce sera pas moins intéressant que ce qui sort maintenant. C'est pour ça que j'achète d'occasion. Mais en fait, il faut penser à tout ce qui existe. Et il y a une quantité de choses faramineuses qui existent. Il y a encore plus de choses qui arrivent de façon granulaire chez les commerçants. Mais achetez-vous des bouquins. Voilà. Alors, c'est pas facile de travailler les techniques pour les bouquins. Mais par contre, des bouquins, les bouquins de Tamariz, voilà, bon, les 5 points magiques,
etc. L'arc-en-ciel magique, même si c'est pas très abordable, surtout pour les débutants, hein, il est un petit peu barré hein, quand il écrit l'arc-en-ciel magique. Mais il y a des choses tellement intéressantes dedans. Lisez le bouquin de Magie et mise en scène de Nelms. Magie et mise en scène, c'est un bouquin important, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qui est dedans. C'est pas grave, au contraire, justement, il faut réagir par rapport à ce qui est écrit pour ne pas être d'accord avec tout, parce que sinon, ce serait ballot. Il faut vous affirmer aussi. Lisez l'art dans la magie de Masculine. C'est vieux, et effectivement, c'est un ton passéiste, etc. Mais c'est complètement démodé. Mais ce qu'il dit dedans, c'est important, notamment le fait de créer, de ne pas se reposer sur ce qui existe et de créer de nouvelles choses. Parce que l'art dans la magie, en fait, c'est effectivement la création. Alors, on peut être interprète, mais créer des nouvelles choses. Et puis quand on est interprète, même quand on est interprète, c'est pas reproduire exactement ce qu'on nous a fait. Il faut y mettre de vous-même. Donc donnez-vous à fond pour votre public, puisque on est tous là pour lui. C'est la partie la plus importante dans un spectacle de magie, c'est le public. Donc il faut pas l'oublier. C'est pas le tour qu'on vient d'acheter, c'est le public. Et c'est une chose qu'on a tendance à oublier quand on a une caméra. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, Gilbus. J'étais vraiment très, très content de faire cette interview avec toi. Merci beaucoup, Gilbus, en tout cas. Voilà, amuse-toi bien et puis on se recontacte à droite à gauche. Ouais, bah,